Alors, il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans l'assistance, dont certains ont un petit peu de sous. Euh, je vous encourage vivement, vous n'avez peut-être pas de yacht, mais participer à un média avec une charte d'indépendance, une vraie, je vous encourage à vous y intéresser. Moi, je pense que c'est vraiment un axe important, parce que je ne vois pas par quel miracle. À un moment, il faut qu'on sorte. Il y a un certain nombre de gens dans cette salle qui ont fait de la politique. On le sait très bien, on s'auto-intoxique entre nous. On finit par boire notre propre whisky et on reste dans notre bar et on boit bien, quoi. Donc, il faut qu'on en revienne à une information un peu plus objective, et pour ça, il faut favoriser la réémergence de médias indépendants. Sur ce, si des gens ont quelques questions, on a un bon quart d'heure avant de prendre un petit verre de champagne tous ensemble. Ce sera avec plaisir que nos intervenants y répondront, je pense. Ouais, attends, bouge pas. Merci. C'est une question qui va peut-être être un peu crue, c'est pour vous. En fait, moi j'ai été vraiment emballé par ce que vous avez dit, par votre présentation, même par l'ensemble des intervenants. Comment vous expliquez l'échec des Gilets jaunes aux élections européennes ? C'est assez simple. La première raison, déjà, c'est peut-être qu'elle était portée par Francis Lalanne. Ce qui n'était pas forcément... Et attention, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en privé. C'est quelqu'un qui est très cultivé, très intelligent. Et je ne suis pas ironique du tout. Mais simplement, bon, il a un style, une réputation et... voilà, une capacité à défendre, à incarner des idées politiques, bon, qui forcément ne jouait pas en faveur de la liste Gilets jaunes qu'il portait. Bon. Avocat, François. Donc, ouais. Après, pour comprendre pourquoi il n'y a pas eu de liste Gilets jaunes aux européennes, moi j'étais opposé dès le départ parce que le Parlement européen, par définition, ne sert à rien. Le Parlement européen, il n'a pas le pouvoir de changer les traités européens. Donc du coup, ça ne servait strictement à rien d'y aller. Et comme j'ai fait l'exposé justement sur la question des traités européens, bon, le but c'est où on prend le pouvoir pour aller changer ces traités, ou en sortir pour pouvoir changer de politique. Voilà, c'est ça le guide, le cap à suivre. Et de toute façon, on n'avait pas l'outil, la possibilité, je veux dire, il faut comprendre le mouvement, il part de 2000-2500 ronds-points dans le pays, qui sont totalement déconnectés entre eux. En fait, il y a eu des pages sur Facebook, sur les réseaux sociaux, par rond-point qui ont été créés au départ. Petit à petit, on a mis en réseau les ronds-points. Au bout d'un mois, on avait connecté tous les ronds-points de la Normandie. Bon. Et donc là, ça nous permettait de se coordonner, de discuter. Mais on était encore très loin, on ne l'a toujours pas fait, d'avoir une coordination vraiment au niveau national. Donc, on n'avait pas la possibilité de dire oui déjà ou non à la question est-ce qu'on va aux européennes, donc de se prononcer là-dessus. De toute façon, on ne l'aura jamais cette possibilité parce que qui fait partie du mouvement des Gilets jaunes ? Bah, il y en a qui se sont mobilisés les 2-3 premières semaines, puis sont rentrés chez eux. Il y en a d'autres qui sont venus au bout de 3 ou 4 semaines. Enfin, il y en a qui petit à petit ont arrêté de se mobiliser sur le terrain. La colère, elle est toujours là. Mais je veux dire, c'est très mouvant. Donc, on n'avait pas la capacité de répondre à cette question. Et puis après, bon, quand on fait de la politique, il faut avoir des idées. Donc il faut quand même qu'on puisse voter sur un programme. On va défendre quoi comme idée ? Donc précisément, je veux dire, il y a des grandes lignes que moi j'ai essayé de synthétiser sur l'injustice fiscale, sur le référendum d'initiative citoyenne, etc. Mais bon, après, quand on veut véritablement, on prétend à accéder à des postes électoraux, bon, il faut avoir des programmes qui sont quand même beaucoup plus aboutis, il faut aller beaucoup plus loin. Et plus vous allez dans le détail, plus forcément vont apparaître là des courants, des divisions, etc. Donc il faut être capable de pouvoir voter de manière majoritaire pour tel ou tel courant. Vous avez un bureau national ou pas, non ? Non. Même pas ? Non, pour l'instant, en fait, il y a 2 initiatives qui existent. Il y a la mienne, moi j'ai créé un outil, qui est une plateforme qui s'appelle la ligne jaune. Il y a 30 000 personnes aujourd'hui qui sont dessus et qui a la logique suivante. On s'assume comme un courant du mouvement des Gilets jaunes, on ne peut pas parler à la place de tout le monde,
Mais en revanche, on a vocation à transcender le mouvement et à parler en fait globalement à tous les citoyens qui sont en colère. Bon. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement s'organiser, se structurer avec l'objectif de politiser les gens au maximum, c'est-à-dire élever le niveau de conscience. Donc nous, on essaie de relayer toutes les initiatives. C'est un peu une pieuvre en fait. Le but, c'est que ce soit une pieuvre et que ça relaye toutes les initiatives qui sont intéressantes. Il y a par exemple Objectif RIC, qui est une opération qui vise à... Ils ont créé toute une procédure pour définir 2, 3, 4 types de référendums d'initiatives citoyennes. Bon. On relaie ça. Il y a eu le vrai débat. C'est-à-dire qu'en parallèle du grand débat, il y a eu une plateforme qui s'appelait Le Vrai Débat et c'était une consultation des citoyens. Il y a eu beaucoup de votes. Il y a eu toute une procédure qui a permis de dégager des revendications, etc. Donc on relaie ça également. Voilà, le but c'est ça. En parallèle, là, vous avez également une initiative qui vient d'être lancée par Priscilla Ludowski, Jérôme Rodriguez, de créer un lobby citoyen, une sorte de fédération des Gilets jaunes. Bon, on n'est pas du coup sur exactement le même état d'esprit. Moi, je pense de toute façon que ce mouvement, depuis le début, dans ses formes d'action sur le terrain, ça s'est fait de manière spontanée. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'une organisation. Et de toute façon, comme on l'a dit avec Alexis, aujourd'hui, la stratégie du pouvoir, ça a été de terroriser les gens. Si les gens ils ne sortent plus, beaucoup d'entre eux, ce n'est pas du tout parce qu'ils auraient été convaincus par les 17 milliards qu'Emmanuel Macron leur aurait donnés, ils ont juste peur de perdre une main ou un œil. Et moi, je suis allé place d'Italie samedi, oui, franchement, on a quand même un peu peur, quoi. Je ne suis pas rassuré, j'y vais beaucoup moins tranquillement que je n'allais manifester au tout début du mouvement. C'est clair, je fais attention. Bon. Et en même temps, je serais un fou furieux si j'y allais, et un inconscient total, d'y aller la fleur au fusil, parce que la preuve, celui qui a été éborgné, il parlait tranquillement et la vidéo le montre. Bon. Mais donc, moi je pense que la priorité n'est pas forcément à créer une organisation qui va décider d'actions communes, etc. Je pense que ce qu'il faut, c'est des canaux d'information, un canal d'information centralisé pour relayer les informations sur la grève ou sur telle ou telle manifestation. C'est ça, en fait, qui permet de centraliser les gens. Et puis après, de toute façon, c'est de préparer 2022 pour politiser au maximum les gens. Mais les européennes, c'était beaucoup trop tôt, ça ne servait à rien. Et la première raison, je pense, et la plus édifiante, enfin la plus pertinente, c'est qu'il n'y a pas eu une personne véritablement pour incarner une liste gilet jaune aux européennes qui puisse faire un vrai résultat probant. Et dernier élément, parce que Francis Lalanne, il m'avait demandé de porter la liste au début, je lui ai toujours dit que je pense qu'il se trompait dans les sondages, et que s'il y avait 12 ou 13% qui étaient donnés aux Gilets jaunes, j'ai jamais cru que les gens véritablement voulaient voter pour les Gilets jaunes, parce que dans les Gilets jaunes, il y a des gens qui sont des électeurs du Front National, il y a des gens qui sont des électeurs de la France Insoumise, des gens qui sont des électeurs de l'UPR, etc., ou de Dupont-Aignan, bon, peu importe. Donc en fait, aux sondeurs, ils répondaient Gilets jaunes juste pour soutenir le mouvement. Mais ils n'avaient pas l'intention de voter, de renoncer à leur chapelle politique. Donc, à mon avis, c'était une erreur stratégique de considérer que le sondage se traduirait effectivement par un socle électoral de 12 ou 13%. Moi, j'ai jamais cru à ça pour le cas des européennes. Je voudrais dire d'abord que j'étais très intéressé par tout ce qui a été dit. C'est du parler vrai. Je suis ancien diplomate, je ne suis pas chef d'entreprise, je suis à la retraite depuis une vingtaine d'années. Donc, je rebondis d'abord sur une remarque. On a souvent en France l'impression qu'on nous fait de la propagande comme en Union soviétique. J'ai passé 3 ans en Union soviétique sous Brejnev et je me fais souvent la même réflexion. Cela peut paraître un peu exagéré, mais je peux vous dire que je vais tout à fait dans ce sens. Je voudrais simplement remarquer qu'à l'époque, en Union soviétique, il n'y avait pas d'opposition. Elle n'avait pas le droit de s'exprimer. Première remarque. Deuxième remarque, la propagande était beaucoup moins bien faite en Union soviétique qu'en France maintenant. Et troisième remarque, eh bien malheureusement, ça marche, la propagande. Mon impression en Union soviétique est qu'au moins 90% de la population croyait à peu près ce qu'on lui racontait, ou alors elle s'en moquait. De nos jours, on critique cette époque de l'Union soviétique en disant, les Russes disaient, dans la Pravda, il n'y a pas de vérité, et dans les Izvestia, il n'y a pas de nouvelles. Ça n'est pas vrai. Je pourrais pendant des heures vous parler de ce que j'ai vécu à l'Union soviétique,
Et ensuite, l'analyse qu'on donne en France maintenant, elle est généralement fausse. Deuxième sujet, rapidement, le Japon, parce que ma femme est japonaise, je pars dans quelques jours au Japon, j'y passe plus d'1 mois chaque année. Je voudrais vous dire qu'au Japon, on a l'impression que tout va bien. Le niveau de vie, statistiquement, est à peu près le double du nôtre, les salaires, etc. Et le niveau de vie ressenti est au moins 3 fois notre niveau de vie. Et quand je suis au Japon, je n'ai pas du tout envie de revenir en France, croyez-moi. C'est triste, mais je le dis, puisque avec les personnes qui sont ici, on peut dire la vérité. 2 ou 3 petits points sur le Japon. Bon, c'est vrai que l'endettement du Japon est colossal, mais il faut quand même ajouter qu'il est entre les mains des citoyens japonais. Non, c'est faux. C'était vrai. On pourra en discuter. Ah ben alors, c'était vrai, c'est archi faux. Aujourd'hui, il faut savoir que le ménage japonais, enfin, ou les Japonais, puisqu'ils ne sont plus tellement en ménage, les Japonais sont passés en quelques années, j'ai le chiffre qui s'est pour moi arrêté, parce qu'il se garde bien d'ailleurs de le publier, on était à 40% de la population japonaise, c'est pas rien 40%, à 40% de la population japonaise en 2017 à n'avoir aucune épargne financière. Aucune. D'accord ? Donc, c'est pas eux qui achètent les obliques japonaises. La dette, elle est détenue exclusivement par la Banque du Japon. Oui. Et uniquement... Ah oui, mais la Banque du Japon, c'est pas les Japonais. La Banque du Japon, c'est en fait, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui se passe au Japon, c'est le changement de poche du même jean. Si je vous donne 100 € et que vous le passez de votre poche gauche à votre poche droite, vous n'avez pas plus que 100 €. Vous avez toujours 100 €. Eh bien, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez l'État japonais qui s'endette, puisqu'il fait un déficit budgétaire de 7 à 10% par an, donc il s'endette, et en face, vous avez la Banque centrale qui crée des billets, tout neufs, tout propres, tout beaux, pour acheter la dette japonaise. C'est vrai qu'ils sont propres. Et donc, en fait, c'est le même jean avec la même poche, mais qui tourne en boucle. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, il va se passer que le jour où les gens vont comprendre que ces billets n'ont aucune valeur, ben ça vaudra 0. Bien, alors je voudrais dire qu'ils ne comprennent pas. Ah non, ils ne le comprennent pas, c'est clair. Ils ne comprendront pas de quelque temps. Et ce que je vous dis, que la dette est entre les mains du peuple japonais, c'est ce que pensent les Japonais. Ah oui, non mais et donc, ils le pensent. Le système est relativement stable. Ils se préoccupent aussi d'ailleurs de l'avenir. Alors, il y a le problème de la dépopulation, c'est vrai. Mais il faut avoir une conséquence favorable, c'est qu'ils s'enrichissent. Comme la population baisse, les biens immobiliers, par exemple, quand on hérite, ben tout d'un coup, vous héritez de 2 ou 3 maisons, ou de 2 ou 3 appartements, parce qu'il y a de moins en moins d'enfants. Et donc, individuellement, ça ne les touche pas beaucoup. Il n'y a que le gouvernement qui s'en préoccupe. Je connais une directrice qui s'occupe de la population, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfants. Et bien, elle connaît le problème. J'en parle souvent avec elle. Les femmes japonaises ne veulent plus se marier, elles ne veulent plus avoir d'enfants, elles travaillent et elles veulent être indépendantes. Et contre cela, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors on essaye de changer la politique de l'enfance au Japon, mais ça ne marche pas bien. Et vous avez raison, la population diminue, c'est un problème. Voilà, je pourrais encore parler de bien d'autres questions, mais tout de même le travail. Le travail, les Japonais travaillent beaucoup plus que les Français, pas tout à fait le double, mais enfin, tous ceux que je connais, à bon niveau, travaillent 60 heures par semaine. Ils ne sont pas très, très efficaces, beaucoup moins que les Français, mais tout de même, à la fin, il y a un résultat. Et les 35 heures françaises au Japon, ça fait rigoler, je vous assure. D'ailleurs, les gilets jaunes, ça inquiète aussi. Hein. Ça a vraiment donné une très... Je regrette de le dire, mais je dis ce que je vois, une très mauvaise image de la France, et beaucoup qui voulaient venir en France ne sont pas venus parce qu'ils ont eu peur des gilets jaunes. C'est ça la réalité. En tout cas, le travail, c'est 60 heures. Comme vous savez, il est interdit de faire plus à cause du karoshim, et maintenant, il vient d'y avoir un nouveau décret interdisant de dépasser 60 heures d'heures supplémentaires par mois. Alors, on a donné des ordinateurs à pas mal de collaborateurs pour qu'ils puissent continuer le travail chez eux.
Donc on va conclure pour tenir le timing. Eric, tu voulais... Il y a une autre question. Il y a d'autres questions. Il y a une question. Bon, alors... C'est si clair que ça. Juste une petite question. Donc, merci messieurs pour votre intervention. Je voudrais revenir sur la création du média, parce que je pense que en fait c'est la clé pour pouvoir avancer correctement. On a tous des idées, on veut les faire passer, mais concrètement par rapport à cette mainmise en fait aujourd'hui des oligarques, comment, en 3 mots, quelles sont les orientations qu'on doit donner si on veut construire et on veut communiquer efficacement, correctement, sans avoir à se cacher et en étant indépendant. Alors là, c'est la question qui tue. Non, j'ai participé, moi, à la fondation du média, le média, qui était soi-disant le média de la France Insoumise. C'est plus compliqué que ça. Moi, je n'étais pas de la France Insoumise, j'y suis allé pour parler d'Europe, d'ailleurs, toutes les semaines. Et puis, vous avez vu, ça a été très compliqué. Il y a eu une guerre d'actionnaires. On en a beaucoup parlé dans la presse. Moi, je suis parti parce que je ne voulais pas travailler avec certains qui sont restés, qui sont partis depuis. Et tout ça... il y a une seule clé, en fait, c'est l'audience. C'est la bataille de l'audience. Et le média n'a pas gagné. Alors, ils existent. Ils ont des sociaux, comme on les appelle, qui payent pour que ça fonctionne, pour que ce soit gratuit pour les autres. Mais malgré ça, on est loin, en fait, d'avoir imposé... il y a certes un nouveau média indépendant, mais comme je le disais, ils ont très peu d'audience comparé à ce que pourrait être une grande audience. Le seul média qui a réussi ça, c'est Mediapart, qui a été fondé, il ne faut pas l'oublier, dans la traînée de Désir d'avenir, en réalité. Et Plenel avait fait d'ailleurs la campagne pour Royal, quasiment. Il était sur scène avec elle à la fin de la campagne. Et puis après, ce fonds de Mediapart, ce média citoyen, qui est une réussite, puisqu'il est indépendant, puisqu'il est profitable, et puisqu'il sort des affaires, il arrive à faire de l'enquête. L'enquête, ça coûte cher. Et créer un nouveau média, ce que j'ai fait moi de manière tout à fait dilettante, on va dire, mais ça marche. Vous avez un vrai besoin d'une autre information. Et pour avoir de l'audience, en fait, c'est très simple. Il suffit de fournir une information que les gens ne trouveront pas ailleurs, une information de qualité. Alors elle se paye, évidemment. C'est le problème, c'est qu'à partir du moment où vous allez produire une information de qualité, vous allez avoir besoin d'experts, de journalistes, de temps, d'investissement pour la produire, cette information. Et puis après, peu importe le format, je pense qu'aujourd'hui, c'est très facile de le faire de manière numérique, puisque ça coûte beaucoup moins cher que de lancer un papier, que de lancer quoi que ce soit. Et les moyens de production ont beaucoup baissé. Enfin, aujourd'hui, ça coûte très peu cher de lancer un nouveau média comparé à ce que c'était il y a de ça 10 ans, 15 ans. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs pléthore de nouveaux médias. Mais la clé, c'est l'audience. Et pour avoir de l'audience... j'ai pas de recette miracle. Malheureusement, c'est de l'investissement en publicité parfois. Il va falloir se faire connaître, dire qu'on existe, lancer une marque en disant voilà, là vous trouverez de l'information, faire du netting et puis avoir des scoops. Dire vous ne trouverez cette info que là. Et donc sortir des affaires. Et pour ça, faut être équipé. Quand vous sortez une affaire, si c'est une affaire financière ou politique ou quoi que ce soit, si vous le faites tout seul depuis votre chambre, ça ne va pas aller loin. Vous allez très vite finir avec beaucoup d'ennuis judiciaires. Donc il faut quand même des épaules assez solides. C'est pour ça que c'est compliqué, l'enquête, et qu'il y a très peu d'affaires qui sortent au final. Donc, dans un premier temps, je pense que c'est d'abord la hiérarchie de l'info. C'est donner à voir une autre information en parlant de sujets qui sont très peu traités par ailleurs et de manière intelligente, parce que beaucoup de Français sont pas du tout satisfaits de l'offre médiatique dominante. Les mass médias et les médias mainstream, comme on les appelle, racontent à peu près tous la même chose, ou ont un prisme qui fait qu'on a du mal à comprendre. En fait, si vous voulez vraiment comprendre une situation comme le Chili, vous devez lire 4, 5 sources, 10 sources pour avoir une vraie idée. Et encore, et ça prend du temps. Donc voilà, c'est juste offrir un autre angle, une autre vision et une autre hiérarchie de l'info qui fait que vous pouvez déclencher un petit début d'audience, mais après ça reste de l'investissement, ça reste de temps et d'argent. Voilà. On va vous convier à prendre une petite coupe de champagne à côté, je crois. Je remercie nos intervenants de s'être déplacés ce matin. Je vous remercie aussi, puisque
Moi, j'aurais, pour terminer, comme toujours, un message d'inquiétude et d'espoir. J'avais plein de jeunes chefs d'entreprise qui m'avaient donné un hockey de principe pour ce matin. Et puis, entre 8 et 9, j'ai eu un certain nombre de SMS. Les mecs, ils sont en train de bosser, quoi, parce qu'il faut qu'ils financent leurs petits dépendants. Voilà. Donc, ils sont en train de travailler. Il y en a quand même qui sont venus, et je les en remercie vivement. Il faut pas avoir peur de s'informer, de s'engager. Il faut que, si on veut que les choses changent, il faut que la société civile s'engage un petit peu. Il n'y a objectivement rien à craindre. Donc, n'hésitez pas, participez à ce type de conférence, publiez des idées quand ce sont des idées et pas des agressions. Il n'y a absolument rien à craindre et c'est extrêmement enrichissant, on rencontre plein de gens. Je vous encourage vivement, c'est aussi bon pour le business. Et puis d'autre part, il y a quand même dans le pays, donc là je vais reparler en tant qu'entrepreneur, moi je suis administrateur du réseau Entreprendre, on voyait des projets, c'était des MeToo, alors on allait faire une plateforme comme, je ne sais pas quelle plateforme, qui est sortie aux États-Unis ou en Russie ou je ne sais pas où. Depuis 2 ans, on voit les entrepreneurs d'une nouvelle génération, qui sont la génération de François. Eux, ils n'ont pas peur. Donc, ils viennent pour être leaders du marché mondial. Ils ne sont pas là pour concurrencer les Américains, ils sont là pour les bouffer. Puis des fois, il n'y a même pas d'Américains. Et ils créent des entreprises et puis ils marchent sur l'eau. Ils sont 30, 40, 50 personnes au bout de 2-3 ans. Ils lèvent des fonds, ils vont à l'étranger, ils produisent en France et ça marche. Et cette nouvelle génération d'entrepreneurs, je pense qu'il faut s'en inspirer pour faire la même chose au niveau du pays. C'est pas juste la Startup Nation, c'est la Growth Nation. On démarre, et puis très vite on est 100, puis on est 1000, et on n'a pas peur et on est décomplexé. Et vraiment, c'est récent, ça fait 18 mois. Et là, vraiment, on a beaucoup de très beaux dossiers. Et c'est peut-être un peu la suite de la Startup Nation, mais c'est vraiment un phénomène qu'on observe. Donc, on l'observe ici dans les Hauts-de-Seine, mais on l'observe à Paris, on l'observe dans les provinces. Il y a vraiment beaucoup de projets. Ce ne sont pas des gens engagés politiquement, évidemment, mais ce sont des gens qui créent des sociétés, qui investissent et qui produisent en France, qui trouvent des fonds en France de business angel, puisque nous, on a relativement peu de fonds d'investissement, mais qui trouvent des fonds et qui se développent. Donc vraiment, il y a une part de message d'optimisme. On a peut-être plus de croissance, et de fait on en a plus, ça fait 10 ans que le revenu moyen en France il baisse. On n'a plus de croissance, mais par contre, on peut l'avoir de façon... On peut avoir une activité économique ici de façon endogène. Il y a des gens qui le font, et c'est possible. Alors Yaka, je compte sur vous, et en tout cas, vous pouvez compter sur nous. Nous, on continue. Merci à vous.